50% de la population a voté. Et parmi les votants, 15% ont voté pour le parti présidentiel. Et je continue d'arrondir, ça veut dire qu'il y a 7,5% de la population française qui soutient le parti qui le représente. C'est pas une note d'espoir. Ça veut pas dire que le pays va bien. Bonjour à tous, Simon Vesperini. À l'heure actuelle, pas mal de gens se réjouissent de la dissolution du gouvernement. Ils imaginent par là un rebond, un soubresaut d'espoir pour la France, mais aussi c'est un phénomène que l'on constate dans d'autres pays de l'Union européenne, c'est-à-dire la montée des partis, on va dire, de droite plus ou moins radicale. Mais s'agit-il d'un sursaut de survie ou s'agit-il des derniers soubresauts d'un organisme post-mortem ? Comme à l'habitude, ici, je vais pas vous donner ma réponse, parfois mon sentiment, et je peux pas m'en empêcher, mon ressenti va transparaître, mais je vais vous donner les éléments pour vous faire votre idée. Est-ce qu'il s'agit d'une dissolution de l'Assemblée nationale et donc du retour possible de l'espoir? Ou est-ce qu'il s'agit de la dissolution du pays lui-même? Le premier plan sur lequel je veux m'axer, c'est la situation intérieure de la France. Là, c'est une dissolution. C'est-à-dire que plus ça va, moins ça va. Ce pays qui aujourd'hui voudrait menacer la Russie, et je vais pas faire l'expert militaire, mais je pense que la Russie aujourd'hui est peut-être l'armée la plus inquiétante, la plus menaçante au monde. D'un point de vue technique, on peut parler des États-Unis, qui est peut-être encore d'une façon la première puissance militaire mondiale. Cela dit, d'un point de vue technique strictement, quand on regarde sa maîtrise des armes supersoniques, quand on regarde son arsenal nucléaire, mais quand on regarde simplement à présent son entraînement, sa pratique d'une guerre à haute intensité sur le terrain, peut-être que l'armée russe est plus inquiétante encore. Donc pour revenir à mon propos précédent, à un moment où la France voudrait menacer militairement la Russie, mais elle n'arrive même pas à tenir son territoire national. C'est-à-dire que le nombre d'agressions, de violences, d'insurrections civiles et urbaines augmente de manière incontrôlée et sans doute incontrôlable pour les autorités françaises déjà sur le territoire français. Mais il y a aussi, vous savez qu'un pays ce n'est pas que sa situation intérieure, c'est aussi son rayonnement extérieur et ses zones d'influence. Eh bien, la France, s'il s'agit à ce moment-là du contrôle, ou en tout cas du maintien de son influence sur ces zones d'influence, c'est une catastrophe. Parce que c'est un ancien pays colonialiste, peut-être toujours dans certains endroits aux yeux de certains, je laisse ça à votre appréciation, mais elle est en train de se rabougrir de l'intérieur, mais encore plus notablement de l'extérieur. Déjà, il y a le recul de la France en Afrique. Il y a à commencer par la Guinée, mais là c'est des années, les dernières années, les années les plus récentes. La Guinée depuis 2021, avant ça la Guinée avait pour partenaire principal la France. Depuis le coup d'État de 2021, la Guinée a dit bon, c'est bien gentil les gars, mais on peut regarder ailleurs aussi. Le Niger, peut-être moins notable que d'autres pays, mais le Niger de plus en plus. Alors on reste sur un partenariat pour la zone du Sahel, mais sinon le Niger est de plus en plus mécontent de la présence militaire française, qui juge de moins en moins efficace. En République centrafricaine, c'est l'influence russe et c'est l'ex-PMP Wagner qui a remplacé quasiment en totalité la présence française. Et ensuite, il y a le Burkina Faso et le Mali, où en 2021-2022, ils ont purement et simplement demandé à l'armée française de partir. Merci Bruna, on n'a plus besoin de toi, remplacé par la PMC russe, Wagner encore une fois. Mais parlons, toujours pour rester dans les choses les plus récentes, la situation à Mayotte, où un pays comme les Comores se permet aujourd'hui, parce que la France n'est plus ce qu'elle était, quelque part briguer une certaine idée comme quoi peut-être Mayotte, ce serait pas légitimement la France. Je veux dire, à l'époque où la France était un pays important, jamais un truc pareil se serait produit. À l'époque où il y avait des chefs d'État respectés, je ne vais pas dire respectables, c'est l'opinion de chacun, mais respectés à l'époque où il y avait une envergure, une grandeur. Mais on se permettait pas ça, enfin. Mais il est également possible que les Comores, quelque part, avec le soutien de la Chine, avec cette idée des BRICS, avec cette idée d'une opposition à la supériorité et au règne des Occidentaux, se permettent de plus en plus de choses. Et que peut faire la France? Rien. La France a du mal à tenir Mayotte. Ce pays qui veut aujourd'hui menacer ce qu'il est peut-être, nous l'avons vu précédemment, la première puissance militaire mondiale, n'arrive même pas à tenir ses propres territoires, n'y arrive plus, il y a de moins en moins. Mais après, pour arriver donc sur le second point que je voulais évoquer, certains vont me dire, mais il y a une lueur d'espoir, les choses changent. Choses changent, oui, tu vois ce que je veux dire. Avec le résultat du Rassemblement national aux dernières européennes, il y a quelques jours en arrière, donc qui entraîne la dissolution. Bon, pour moi, elle était déjà prévue de longue date. Si le président français réagit en quelques minutes au résultat des élections, c'est pas sur un coup de tête, c'est que c'était prévu de longue date. Il s'attendait aux résultats qui ont été constatés sur les dernières élections.
Mais il y a aussi d'autres pays d'Europe où l'extrême droite, comme l'aime à l'appeler la presse française, est en avance, comme l'Italie, l'Allemagne, la Pologne ou encore la Bulgarie dans certaines mesures. La Hongrie, bon, c'est traditionnel, mais on voit une avancée des partis dits eurosceptiques, dits anti-immigrationnistes en Europe. Mais voyons les choses maintenant avec un petit peu de mesure. Quelque part, effectivement, on peut se dire les choses changent, on n'a qu'à voir le résultat des élections européennes. On n'a qu'à voir le fait qu'il est fort possible qu'on se trouve avec une coalition autour du Front National qui aurait un Premier ministre en France dans une situation de cohabitation avec le président Macron. Oui, c'est possible. Et donc on se dit, ah ben l'espoir revient alors. Il est possible, et là ce sont des suppositions, mais il est possible que la dissolution de l'Assemblée ait été voulue malgré qu'on sache qu'on va se trouver avec une sorte de Bardella ou Bardella lui-même comme Premier ministre, mais pour une raison simple. Il vaut mieux les avoir aujourd'hui dans un régime de cohabitation que les avoir demain pleinement au pouvoir avec une présidence. Mais il y a surtout plus important que ça. C'est que ces partis eurosceptiques se font élire à des élections européennes pour briguer des postes à l'Union européenne, au Parlement européen, qu'ils ont déjà depuis des années, c'est rien de neuf. Déjà en 2019, le Rassemblement national était en tête des élections européennes en France. Ça a changé quoi au niveau de la politique européenne? Qu'ont-ils changé nos eurosceptiques du mode de fonctionnement de l'Union européenne? Bien écoutez, moi ce que je constate, c'est que depuis 2019, l'Union européenne s'est radicalisée dans une position détrimentaire aux intérêts européens et de plus en plus s'est alignée sur les intérêts des néoconservateurs américains. L'Union européenne, depuis, s'est radicalisée dans une position pro-atlantiste et quelque part pas réellement optimale pour les intérêts européens. On n'a qu'à voir les positions sur les questions énergétiques vis-à-vis de la Russie. On ne sert pas l'Europe, on sert les pays qui vendent du gaz liquéfié, donc les États-Unis. Je veux pas jouer au rabat-joie, et je veux pas critiquer parce que peut-être qu'ils feront des choses bien, mais moi quand je vois Marion Maréchal Le Pen nous dire que possiblement on va pouvoir s'éviter 3 années supplémentaires d'immigration incontrôlée, pourquoi la France elle va rétablir ses propres frontières? Ah bon? Pourquoi la France, elle va changer la politique européenne sur l'immigration? Ah bon? Et même si, alors imaginons, c'est tout à fait improbable, mais imaginons que voilà, pendant 3 ans, on n'a pas d'immigration incontrôlée. Mais tu crois que ça va changer quelque chose par rapport à l'apport massif des 40, 50 dernières années? Sincèrement, je veux pas jouer au rabat-joie. Mais pour moi, ce sont des girouettes qui jouent avec les espoirs des gens. On pense ce que l'on veut de Jean-Marie Le Pen et de l'époque du Front National, le vrai Front National. Mais une chose est sûre, il n'a jamais varié. Il avait une ligne politique et il l'a toujours tenue. Et aujourd'hui, il la tient encore malgré son âge. Pour les autres, à une époque, on voulait revenir au franc. On voulait quitter l'euro, bon, puis rapidement, comme ça, hop, non, finalement, on sort plus de l'euro, c'est non. À une époque, on voulait quitter l'Union européenne, mais maintenant, on se félicite d'avoir de plus en plus de sièges au Parlement européen. À une époque, on disait qu'il n'était pas profitable aux intérêts français et européens de couper les rapports avec la Russie. Mais bon, finalement, non, finalement, les Russes sont méchants, Il ne s'agit pas de partis souverainistes, il ne s'agit pas de partis nationaux, il s'agit de partis politique, j'en suis navré. Pour moi, les souverainistes en France, eh bien, ils font comme avant, voire pire. Ils font 1%, 2% des voix. Et je parle là du parti de M. Philippot et je parle là du parti de M. Asselineau. Les seuls souverainistes français. Les autres sont des partis du système. La différence entre eux et les partis qui ont gouverné jusqu'à présent, c'est qu'ils disent le mot magique, immigration. Immigration. Alors les gens en France ont conscience qu'il y a un problème qui souvent d'ailleurs n'est pas lié à l'immigration, mais à la présence d'une certaine partie, d'une certaine catégorie de gens issus de l'immigration. Et dès qu'on leur dit immigration, ils se sentent compris. Alors ils l'ont bien compris, ces partis-là. On vous sert l'immigration, on va contrôler l'immigration. On va venir résoudre le problème d'immigration, mais c'est même plus en général un problème d'immigration. C'est souvent un problème qui vient de gens qui ne sont pas des immigrés, qui sont des descendants d'immigrés, qui ne sont pas des Algériens, même s'ils se revendiquent de l'Algérie ou d'autres pays desquels leurs ancêtres venaient. C'est un problème sociétal français. Alors j'avais dit que je me mêlais plus de politique, que je parlais plus de politique, et bon voilà, j'ai encore un peu touché le sujet, mais je m'en veux même pas. Je sais que c'est des choses qui vous intéressent, et je suis content qu'on puisse en parler ensemble. Mais vous savez qu'ici, on n'est pas LCI, et on n'est pas TV Liberté non plus. Tout ce temps que l'on passe à se soucier de ce qui se passe en haut, et du temps que l'on ne passe pas à se soucier de notre propre situation et à attendre un sauveur providentiel qui va venir et changer les choses pour nous sans que nous on ait eu grand chose à faire à part mettre un bulletin dans une urne et râler un petit peu sur YouTube. Alors non, je vais pas jouer au rabat-joie, je vais pas tirer à boulet rouge sur
Un parti qui n'est pas encore élu réellement au niveau français. Non, non, peut-être qu'il y a des petites choses qui vont changer en marge, oui. Mais regardez l'exemple de Meloni en Italie, qu'est-ce que ça a changé? Bon, voilà. Je veux pas jouer au rabat-joie, mais je pense toujours que passer notre temps à observer ces gens-là qui n'en ont rien à foutre de nous, bien, c'est pas nous rendre service à nous-mêmes. Je pense qu'il y a mieux à faire à un niveau personnel. Je vous dis pas de devenir des individualistes qui s'en foutent de tout. Je vous dis pas de vous laver les mains de votre pays, non. Mais je dis de ne pas mettre trop d'espoir dans des gens qui n'en ont, et je le répète, rien à faire de vous. Leur métier, c'est pas de s'occuper de vous. Leur métier, c'est de s'occuper de leur carrière. Le jour où les gens réaliseront ça, on aura fait un grand pas, même si, d'une façon, bien, pas mal de gens l'ont réalisé vu qu'il y a de moins en moins de gens qui votent, même si sur les européennes, là, il y a beaucoup de gens qui ont voté plus que les fois précédentes. Un dernier point, pour conclure sur mon idée de dissolution de la France, c'est que qu'on le veuille ou non, le parti présidentiel est le parti qui dirige le pays. Ce parti reçoit 15% de soutien dans les derniers votes. 15% de soutien, non pas 15% de la population, mais 15% des votants. On va nous vendre que machin est un dictateur dans son pays, il est contre sa population, machin ne représente pas son pays, il est contre sa population. Je vais pas les citer, vous savez de qui je parle. Mais en vérité, la France est représentée par quelqu'un qui est soutenu par 15% des votants. Donc peut-être, je sais pas, j'ai pas fait le calcul, mais peut-être 10% de la population française. Et là, on va me dire que le pays se porte bien. Non. Non, non, c'est réellement inquiétant. Et de ce fait, bien, nos projets d'émancipation, d'expatriation, de reprise en main de nos libertés et de notre souveraineté individuelle à défaut de vivre dans un pays souverain, eh bien, plus que jamais est d'actualité. Je sais que vous allez réagir en commentaire, et si des gens ne sont pas d'accord avec moi, eh ben, ma foi, mais soyez les bienvenus pour commenter, du moment que vous restez polis et courtois, je suis ravi d'entendre des points de vue divergents complémentaires aux miens, et je les attends. Merci à tous, à la prochaine vidéo, ciao.